Rebonjour pour un nouvel épisode de La Philo qui gratte. Alors aujourd'hui on va brasser plusieurs thèmes. On va parler de la liberté, donc de Spinoza, puis de Hobbes, et donc d'une école qu'on appelle le contractualisme. Tout ça pour parler de politique. Alors, je vous rappelle, j'espère que vous l'avez vu ou entendu, le principal propos sur Spinoza. Spinoza démontre la non-existence du libre arbitre. Autrement dit, si nous sommes libres, nous ne le sommes pas parce que nous possédons à l'intérieur de nous un pouvoir magique qu'on appelle le libre arbitre. Pour Spinoza, on peut être libre, mais c'est parce qu'on est lucide. Bon. Mais en tout cas, cette idée fondamentale que les hommes feraient des choix et qu'ils pourraient ouvrir des séries causales. Ouvrir une série causale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'origine d'un acte. Hein. On est la cause première d'un acte, et autrement dit, le libre arbitre, ce pouvoir de notre volonté, ce serait un pouvoir qui aurait notre volonté de ne pas être déterminé par quelque chose qui la précède. Autrement dit, elle pourrait créer des actes purs. Spinoza démontre que c'est absurde, selon la loi générale du déterminisme. Autrement dit, chaque effet a une raison d'être et vient d'une cause précédente. Et on est dans cette illusion-là de croire qu'on peut comme ça choisir des choses sans que nos choix soient déterminés. Alors bien entendu, nos entre guillemets choix, puisqu'il n'y en a plus, nos actions en réalité sont déterminées, tout comme nos pensées d'ailleurs. Bon. Alors il nous semble que ça c'est déjà hyper important. C'est quand même une thèse dont on évite souvent de penser aux conséquences. C'est une thèse qu'on n'entérine pas. Hein. On dit ah bon oui, Spinoza quand même il dit des choses intéressantes sur le libre arbitre, mais ça s'arrête là. Parce qu'on a absolument besoin, à plusieurs perspectives, de l'idée de libre arbitre. On en a besoin au niveau psychologique même, une espèce de stabilité mentale on pourrait dire. On en a besoin au niveau juridique, on en a besoin même au niveau éthique. Bon. Et il semble qu'on en ait besoin au niveau politique. La politique étant d'ailleurs rendue difficile, l'art de la politique étant rendu difficile par le fait qu'on suppose les hommes libres. Parce que si les hommes n'étaient pas libres, leurs actions étant déterminées, elles deviendraient en tout cas beaucoup plus rationnelles, elles deviendraient beaucoup plus compréhensibles, à la limite prévisibles. Bon, si on accepte l'idée de libre arbitre, l'art du berger, l'art du politique, comme disait Platon, va être rendu difficile parce qu'il va falloir prendre acte du fait que les choix des hommes, même s'ils peuvent être influencés, ne peuvent jamais être prévus à l'avance. Donc comment je vais m'occuper de la communauté dont j'ai la responsabilité si ces gens-là sont libres, s'ils peuvent faire des choix comme ça qu'en réalité je ne peux jamais prévoir, bon, etc. etc. Mais passons là-dessus, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est comment fait-on en gros de la politique une fois qu'on a acté la thèse de Spinoza, une fois qu'on est d'accord avec Spinoza, comment on peut penser la politique. Et il me semble qu'il y a une idée très intéressante là-dessus, chez Thomas Hobbes. Une idée qu'on n'a pas assez vue, que moi j'ai essayé de développer dans ma mémoire de maîtrise, et qui est la thèse suivante, qui est que si on prend acte du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre chez les hommes, et qu'on essaie de se demander comment on peut établir un art de la politique, eh bien il faut concevoir les hommes non pas comme des êtres de libre arbitre, on vient de le dire, mais comme des vecteurs. Et pour comprendre l'idée, il faut dire deux mots de Hobbes. Hobbes fait partie de cette école extrêmement importante des XVIIe et XVIIIe siècles qu'on appelle le contractualisme. Le contractualisme repose sur trois piliers, c'est une théorie politique qui repose sur trois piliers: l'état de nature, le contrat, l'État. L'idée, c'est que l'État, tel qu'on le connaît, l'État, le gouvernement, les contraintes juridiques, etc., n'est pas une réalité naturelle, c'est pas quelque chose qui existe comme ça obligatoirement, qui serait inscrit dans la nature des choses, mais c'est plutôt une réalité artificielle, au sens où les hommes ont besoin de l'État pour ne pas vivre dans l'état de nature. Autrement dit, l'état de nature, s'il existait, ce serait le chaos. L'état de nature, c'est l'absence d'état.
l'État, enfin c'est l'état dans lequel l'homme serait, la situation dans laquelle l'homme serait, si les structures étatiques n'existaient pas. Sans existence naturelle, sans gouvernement, sans loi, sans principe juridique, etc. Bon, comme ce serait le chaos, les hommes comprennent à un moment qu'ils doivent s'entendre et justement contracter, c'est-à-dire passer un accord les uns avec les autres pour donner naissance à l'État. Parce qu'ils se disent, voilà, cette liberté absolue de l'état de nature où on peut faire ce qu'on veut, où on est plutôt, pour le dire de façon beaucoup plus logique, où on est complètement déterminé par une pulsion, si elles n'ont pas de limite, s'il n'y a aucune contrainte, et bien en fait, en réalité, on ne peut pas profiter de cette liberté-là, parce que ça crée un état, ce que Hobbes appelle un état de guerre, sans arrêt, un état dans lequel le danger est omniprésent. Et comme les hommes ne supportent pas ça, ils préfèrent contracter les uns avec les autres et donner naissance à l'État, ils préfèrent se soumettre aux lois de l'État, ce qui leur permettra de vivre une liberté limitée, mais une liberté sûre. Ils pourront profiter de la liberté, ils pourront vivre en sûreté, sans avoir peur, sans arrêt des uns avec les autres. Or, dans cet état de nature, si on le voit à la façon de Hobbes, les hommes ne sont pas du tout des êtres libres, doués de libre arbitre au sens où ils pourraient faire des choix comme ça, mystérieux. Non, pas du tout. Ce sont plutôt des sortes de vecteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des mobiles qu'on pourrait représenter comme à la façon de mobiles en physique, uniquement déterminés par une puissance qu'ils ont en eux, et qui les emmène dans des sens complètement différents. Donc vous avez un vecteur, vous avez l'homme A par exemple, qui est un vecteur A qui va dans ce sens-là, l'homme B qui est un vecteur B qui va dans ce sens-là, le sens étant déterminé par ce que l'homme aime, ce que l'homme n'aime pas, etc. Pour Hobbes, les principaux déterminants de l'homme dans l'état de nature sont trois passions. Mais peu importe, chacun est déterminé à sa façon à aller dans un sens. Bon. Et donc on peut dire que la thèse de Hobbes, c'est une représentation physique, ou comme on disait à l'époque, physicaliste, de l'homme. Donc effectivement, ça gratte un peu au sens de la philo qui gratte, parce que c'est pas très sympa de représenter les choses comme ça, mais ça semble très réaliste. C'est-à-dire que c'est les directions dans lesquelles vont les vecteurs humains dans l'état de nature, même dans l'état tout court, mais même dans l'état de nature, ne sont pas déterminés par des choix, sont pas déterminés par des choix rationnels faits par les bras, sont déterminés tout simplement par les passions qui animent les hommes. Et ces passions leur donnent un certain degré de force et de puissance qui les pousse dans certains sens. Or, ces sens ne coïncident pas du tout. Parce que certains sont jaloux, ils vont dans ce sens-là, certains sont peureux, ils vont dans ce sens-là, certains sont cruels, ils vont dans ce sens-là, etc. etc. Bon. Donc vous avez un fourmillement comme ça, vectoriel dans l'état de nature, et en réalité, Hobbes, la thèse que je défends par rapport à Hobbes, qui avait été assez bien reçue à l'époque, c'est l'idée que l'État est là pour faire coïncider les vecteurs, pour orienter les vecteurs dans la même direction. Au sens où le Léviathan, l'État, parce que c'est la même chose pour Hobbes, ce monstre, eh bien, il doit faire peur, l'État doit faire peur à ses citoyens, aux sujets, pour justement les obliger à faire coïncider leurs vecteurs. C'est-à-dire qu'aller dans un sens, l'État a une représentation idéale du comportement, et ce comportement, c'est une ou plusieurs, même directions bien précises. Mais l'idée, c'est peu importe qu'il y en ait une ou plusieurs, l'idée c'est que les vecteurs qui, dans l'état de nature, allaient dans des sens complètement différents, soient obligés d'aller dans ce sens-là, d'aller dans ce sens-là, ou d'aller dans ces sens-là, peu importe. Mais voilà, c'est effectivement le berger qui est capable de réunir son troupeau, qui sinon se comporte de manière chaotique, et de l'emmener dans un chemin qu'il a lui-même choisi. C'est ça l'idée de Hobbes. Et donc, l'idée hyper logique de Hobbes, c'est que comme tous ces vecteurs individuels sont en fait des forces, sont en fait des forces qui sont déterminées de façon passionnelle, mais sont des forces qui vont dans des sens différents, qu'est-ce que doit être l'État? Qu'est-ce que doit être le Léviathan? Ou comment le Léviathan doit-il apparaître à ces sujets pour que ça marche? Et bien justement, il doit agir comme une force surpuissante. Autrement dit, ces forces qui sont corrélées à la force de l'individu, qui sont corrélées au sujet, qui sont, autrement dit, chacun est un 100 millième de force.
le Léviathan, lui, doit être une force surpuissante, une force beaucoup plus puissante que les forces des sujets qu'il domine, mais il doit paraître tellement fort que ces forces-là se sentent obligées d'aller dans le sens voulu par l'État. C'est ça l'idée de Hobbes. Donc on oublie complètement l'idée de choix, au sens où les gens ne choisissent pas ce qu'il faudrait choisir, et moi, l'État, je sais ce qu'il faut choisir. C'est pas du tout ça. C'est les vecteurs se comportent de façon chaotique, chacun va dans sa direction, et l'État doit contraindre tous les vecteurs à aller dans la même direction. C'est à cette unique condition-là qu'on pourra vivre en sécurité et que les gens pourront vivre ensemble. Et il me semble que cette façon de voir, alors effectivement quand même assez dérangeante, pas très charmante au sens où elle est beaucoup moins magique que celle de libre arbitre, mais il me semble que c'est une des façons de corréler la politique à ce qu'avait compris Spinoza, c'est-à-dire l'absence de libre arbitre. Voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine fois.